Bonjour et bienvenue sur Média TV. Les sondages prédisaient sa défaite avant le premier tour, mais le voilà réélu pour un nouveau mandat de 5 ans à la tête de la Turquie, au terme d'un second tour d'une présidentielle qui a connu l'un des taux de participation les plus élevés au monde. Avec plus de 52% des suffrages, Recep Tayyip Erdogan a battu son challenger de l'opposition, Kemal Kılıçdaroğlu. 20 ans après son arrivée au pouvoir, Erdogan semble plus que jamais prêt à dessiner et à se dresser en maître et homme fort de la Turquie. Quelles sont les leçons à tirer de cette victoire dans un contexte qui ne lui était pas du tout favorable? Quelles perspectives s'ouvrent pour la Turquie, mais aussi pour la géopolitique mondiale après la réélection d'Erdogan? Nous posons toutes ces questions à notre invité. Il s'agit de Bouthaina Ben Salem, professeur d'histoire et de sciences politiques à l'université Sultan Moulay Slimane et chargé de cours à l'université Mohamed V de Rabat. Bonjour à vous, professeur, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Alors, on pensait Erdogan fini, mais finalement, il est plus fort que jamais apparemment. Oui, effectivement. Avant les élections, les sondages disaient qu'il allait être dévancé par son rival, mais après les sondages ont montré, après les élections ont montré qu'il est très résilient, qu'il a encore une base populaire très solide et qu'il était capable de remporter les élections, bien que c'est pour la première fois depuis qu'il est au pouvoir qu'il est passé au second tour. Avant, il passait au premier tour facilement. Maintenant, non, ce n'est pas le cas. Donc, c'est quand même des élections qui ont été très serrées, mais c'est des élections qui ont montré aussi le sens démocratique et civil de la société turque qui s'est mobilisée avec un taux extraordinaire pour aller voter. Alors, Erdogan, jusque-là indéboulonnable, on rappelle que depuis son entrée en tout cas en politique, depuis son élection à la primature en 2003, autant pour moi, Erdogan n'a jamais perdu d'élection. Est-ce, comme on le dit, le fait qu'il y a une mainmise de l'appareil d'État sur tout le processus, ou vraiment, ou est-ce que ce sont les résultats qui défendent Erdogan, et ce sont les résultats qui parlent pour Erdogan? Alors, effectivement, beaucoup de gens pensaient que Erdogan allait perdre ses élections vu l'état économique de la Turquie, parce que la Turquie quand même a une économie qui est en crise, elle a un taux d'inflation qui est très important et pour les ménages turcs, acheter les denrées alimentaires est devenu vraiment un parcours de combattant puisque les prix ont largement augmenté. Mais ces élections ont montré autre chose, ils ont montré que malgré cette crise économique, malgré aussi la gestion un peu compliqué de l'après-séisme, la population turque quand même fait confiance à Erdogan. Alors peut-être l'une des raisons qu'on peut évoquer, c'est le fait qu'Erdogan a su montrer quand même que c'était un homme fort, surtout en ce qui concerne les relations internationales, en ce qui concerne son combat contre le terrorisme du PKK. Et aussi, il faut dire que ces rivaux, c'est une alliance de 6 partis. Et ces 6 partis-là, c'est des partis qui ne sont pas tout à fait homogènes, et donc peut-être que la population turque aussi avait peur que ces partis ne soient pas unis face aux défis qui attendent la Turquie. Alors, justement, vous l'avez évoqué, c'est la première fois qu'il gagne haut la main, mais quand même après un second tour. Cela dit, pensez-vous que c'est la base électorale d'Erdogan qui est solide? Ou bien, il y a d'autres tendances, parce que ce n'est pas que l'AKP qui constitue sa coalition, il y a d'autres partis nationalistes. Finalement, qu'est-ce qui fait la force d'Erdogan? Est-ce l'Erdogan le populiste nationaliste, ou plutôt Erdogan le religieux? Aujourd'hui, quelle Turquie vote pour Erdogan? Alors, si on voit un petit peu la carte sociologique des votes, on va remarquer que dans les villes, les grandes villes, comme par exemple Istanbul, vous avez Izmir, Ankara, le vote est plutôt favorable à son rival.
Kemal Kılıçdaroğlu. Mais dans l'Anatolie profonde, dans les petites villes, dans les campagnes, le vote est pour Erdogan. Même dans les villes qui ont été secouées par le séisme, c'est Erdogan. Donc il y a vraiment une polarisation un peu de la société turque, où il y a une partie de classe moyenne qui veut le changement, mais il y a une autre partie qui pense qu'Erdogan est l'homme de la situation, sachant bien que la Turquie a beaucoup de défis à relever, et Erdogan c'est un bon orateur, c'est quelqu'un qui a promis des choses et qui les a réalisées. Et puis il ne faut pas oublier aussi que son parti, avant cette crise économique, avait fait de bons résultats économiques. Alors en ce qui concerne les nationalistes, effectivement, il y a des nationalistes qui ont soutenu Kılıçdaroğlu, et puis il y a des nationalistes qui ont aussi soutenu Erdogan. Ça va de soi. Je pense que tous les Turcs sont nationalistes, surtout quand il s'agit de questions comme le terrorisme ou autre chose. Mais il est vrai qu'Erdogan a su s'imposer ou a su aussi imposer la Turquie comme un pays fort dans son environnement international, et c'est ce qui fait qu'il a vraiment cette influence sur les gens. Il ne faut pas oublier que même les Turcs qui vivent à l'étranger, la majorité ont voté pour Erdogan, pas pour son rival. Des Turcs donc de l'étranger qui ont voté à plus de 90%. Je rappelle que le taux de participation de ces élections tourne autour de 84% au niveau national. Alors, on va parler de l'opposition tout à l'heure, mais alors, ce sera le dernier mandat d'Erdogan, ou bien a-t-il encore le souffle pour pouvoir remporter des élections d'ici 4 ans? D'ici 5 ans, autant pour moi. Ça fait déjà un long moment qu'il est au pouvoir, et déjà on avait voté sur on avait voté sur cette usure du pouvoir, mais ça n'a pas. Il a démontré qu'il était résilient, qu'il était pragmatique, qu'il savait comment faire. Alors, je pense que ça serait le dernier mandat pour lui, s'il veut finir sa carrière en beauté. Un autre mandat serait un peu difficile. Il faudra peut-être préparer l'après-Erdogan pour son parti après, ou l'après-Erdogan pour ses rivaux. On verra comment les choses vont évoluer, d'autant plus qu'il a beaucoup de défis qu'il faut qu'il relève. Le travail, les élections sont terminées, mais c'est là où va commencer le vrai travail. Un vrai travail, justement, parce qu'on sait qu'il y a sa promesse de reconstruire en un an les maisons dévastées par le séisme. Il y a aussi cette crise économique qui a d'ailleurs fragilisé énormément l'AKP au pouvoir. Ces défis économiques et sociaux sont là. Dans ce contexte, quel type de politique pensez-vous que Erdogan va poursuivre? Est-ce que c'est une sorte de maintien, ou bien il va passer à la vitesse supérieure, non seulement par rapport à la polarisation entre religieux et laïcs au sein de la société? Quelle sera sa ligne de conduite? Parce que là, quand même, on sent qu'avec le centenaire de la Turquie, le symbole était très fort pour lui. Alors, je voudrais juste souligner quelque chose en ce qui concerne le conservatisme d'Erdogan. Alors, c'est vrai que Erdogan est le dirigeant d'un parti qui est islamique, mais il faut savoir que ce n'est pas un parti qui veut changer la structure juridique du pays, non, pas du tout. C'est un parti qui a une référence d'islam, qui cite, d'ailleurs lui-même cite beaucoup de références dans son discours, mais en ce qui concerne la structure juridique, la structure institutionnelle, ce n'est pas un parti qui veut changer ça vers un État islamique. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas tout à fait ça. Alors bien sûr, il a beaucoup de défis. Il a surtout économique. Et il y a aussi le défi de redonner confiance à l'électeur turc, qui a quand même des difficultés. Mais aussi, je pense que le gros problème que la Turquie va connaître à l'avenir, ce sont les ultranationalistes. Il y a vraiment un durcissement de la part de la société. On l'a remarqué aussi dans le discours de son rival, Kılıçdaroğlu, qui, afin de gagner des voix pendant le second tour, il a
adopté un discours extrêmement dur envers les réfugiés syriens. Il a essayé de satisfaire un peu ces ultranationalistes. Et ça prouve que vraiment ces partis-là sont ceux qui ont gagné pendant ces élections et ce sont ceux qui vont peut-être avoir beaucoup plus de voix à l'avenir. On a parlé tout à l'heure de l'après Erdogan d'ici 2028. Au sein de la mouvance présidentielle, pour ne pas dire au sein de l'AKP, quelles figures pensez-vous pourraient être des dauphins d'Erdogan? Alors pour l'instant, c'est pas tout à fait clair. Hein. Il y a des caractères qui s'imposent un peu comme le ministre de l'Intérieur ou comme le ministre des Affaires étrangères, mais ils sont pas encore désignés comme des dauphins. Et je pense que ça aussi, ça va être un défi parce que la personnalité d'Erdogan est une personnalité très forte. Hein. Et toute une génération a grandi avec Erdogan et ne connaît qu'Erdogan. Et puis sa manière de gérer les choses avec beaucoup de force et d'autorité et de conviction. Et donc, avoir une personnalité qui a ce même charisme, je pense que ça va être difficile, même son rival. Hein, on lui reprochait, Kılıç Daroğlu, on lui reprochait ce manque de charisme, ce manque de force face à Erdogan. Et ça, je pense que c'est un atout qui est particulier à la personnalité du président turc. En tout cas, Erdogan, plus que jamais comme l'homme fort de la Turquie, en ce centenaire de la création de cet État, donc par Mustafa Kemal Atatürk. D'ailleurs, Bye Bye Kemal a été beaucoup entendu. On se demande est-ce qu'il s'agit de seulement Kılıç Daroğlu ou bien de notre Kemal dont il faut tourner la page? C'est une bonne question. Je pense que si on compare un petit peu le fondateur de la République turque et Monsieur Erdogan, ce sont deux personnalités qui se ressemblent, mais chacun a une approche différente des choses. Et il est vrai que on peut dire qu'Erdogan est le seul homme qui a autant influencé la Turquie après Kemal Atatürk. Oui. Mais je pense aussi que Kemal Kılıçdaroğlu, bien que c'est un homme assez intéressant parce qu'il a un parcours intéressant aussi, c'est un économiste, c'est un homme qui s'est démarqué par sa lutte contre la corruption, mais il n'avait pas il ne pouvait pas offrir ce qu'a offert Erdogan. Et puis son parti, il est le leader aussi d'une alliance qui n'est pas tout à fait unie, hein, et justement l'électeur turc avait peur de ça, de ce problème-là. Alors, le costume semblait donc trop grand pour Kemal Kılıçdaroğlu. Justement, au sein de cette opposition, selon vous, vous avez parlé des partis nationalistes, mais quelles devraient être les figures à surveiller? On sait que d'ici l'année prochaine en 2024, on a des élections locales. Et Erdogan, malgré sa victoire d'hier, ne s'est pas empêché d'appeler à voter pour regagner Istanbul, cette ville qui lui tient à cœur. Quelles sont les figures politiques qui vous semblent émerger au sein de cette opposition? Il y a le maire d'Istanbul qui est assez charismatique, et qui peut être quand même un rival sérieux à l'avenir, mais ça, les choses nous diront. Vous savez, les hommes politiques, ils ne s'affirment que lorsqu'il y a des crises ou lorsqu'il y a une bonne gestion, et c'est ça le plus important. Donc peut-être que le maire d'Istanbul reste un candidat de l'opposition qui est assez sérieux. Le maire d'Istanbul, Imam Karimoglu, si je ne me trompe, j'espère que je n'ai pas écorché son nom. Alors, Erdogan, la Turquie, ce n'est pas que la société turque. On a vu, comme on l'a constaté, ce concert de félicitations de la part des dirigeants mondiaux, certainement, dont certains ne prévoyaient pas forcément avoir à féliciter Erdogan à l'entame de ces élections lors du premier tour. La Turquie, dans le jeu politique international, la Russie, l'Occident. Alors, quelle place pour la Turquie? Comment la Turquie va consolider certainement sa place au sein du concert des nations? Eh bien, la Turquie s'est imposée comme une puissance régionale qui compte, surtout dans son environnement.
que ce soit l'environnement moyen-oriental ou caucasien ou même africain. Hein. La Turquie a fait une grande percée en Afrique, mais elle s'est aussi démarquée lors de cette guerre russe et ukrainienne, puisque c'est un pays qui a su quand même adopter une certaine position d'équilibre. Il parle à la fois à la Russie et à l'Ukraine, donc il vend des drones à l'Ukraine pour lutter contre l'armée russe, mais en même temps, il arrive à négocier avec la Russie l'accord sur les céréales. Donc c'est quand même une position stratégique. Hein. C'est un partenaire qui compte et qui peut faire beaucoup de choses. Alors bien sûr, la Turquie a une relation assez complexe avec l'Union européenne, mais c'est une relation qui date depuis longtemps. Et il faut dire que depuis longtemps, la Turquie est candidate à l'Union européenne, mais le processus se bloque, souvent pour des raisons plus culturelles qu'autre chose, et c'est un petit peu la faute des deux partenaires, hein. Et ça, je ne pense pas que ça va vraiment s'arranger, mais ça n'empêche pas que la Turquie quand même est un membre de l'OTAN extrêmement important et il a son mot à dire sur les affaires du monde. Alors une dernière question assez rapidement, hein, on reste toujours sur le champ international. On sait que Erdogan, on le disait, que ce soit Erdogan ou Kemal Kılıçdaroğlu, le nationalisme turc, les intérêts turcs sur la scène internationale sont quelque chose d'assez sacré, en tout cas pour la classe politique turque. Aujourd'hui, Trump d'ailleurs, qui a félicité Erdogan, le désignait comme l'un des plus grands, en tout cas difficiles leaders avec lesquels il faut négocier. Comment ces homologues occidentaux vont devoir gérer Erdogan pour encore une cohabitation de 5 années supplémentaires? Eh bien, je pense que justement, si on analyse les médias avant les élections, les médias occidentaux, hein, surtout européens, avant les élections, hein, qui louaient la personnalité de Kılıçdaroğlu, qui critiquait énormément Erdogan, ben, il est clair que Erdogan a une personnalité qui n'est pas facile pour eux. Et donc, ils ont du mal un petit peu à négocier avec eux. Alors maintenant, il est toujours là. Hein, les électeurs turcs lui ont donné leur confiance. Et donc, il faut cohabiter avec lui, il faut collaborer avec lui. Et puis, il faut trouver un compromis. Ça, c'est la base des négociations. Le sens du compromis qui s'impose à tous. Merci à vous, Boutaina Ben Salem. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire et de sciences politiques à l'université Sultan Moulay Slimane et chargé de cours à l'université Mohamed V de Rabat. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Média TV.